Je vous souhaite la bienvenue à ce procès fictif. Ce procès oppose les parties suivantes. Les demandeurs sont les afectados. Il s'agit de plusieurs personnes individuelles de nationalité équatorienne. Ce sont des indigènes touchés par les actes de la défenderesse à l'Équateur. Ils sont représentés par le professeur Pascal Pichonna. La défenderesse, c'est Chevron Corporation, sise à San Ramon, en Californie, aux États-Unis. La défenderesse est représentée par le professeur Bertrand Perrin. Voilà pour les parties au procès. Sur quoi porte le procès? Les faits. Lago Agrio est un gisement pétrolifère découvert dans les années 1960 dans la province de Sucumbíos, en Équateur. Ce gisement pétrolifère a été exploité par Texaco, une large compagnie pétrolière américaine, sur base d'un accord passé avec le gouvernement local. Durant les 20 ans d'exploitation, Lago Agrio a produit 1,7 milliard de barils de pétrole pour un profit de 25 milliards de dollars américains. L'endroit est connu internationalement pour des problèmes écologiques très sérieux. En effet, le gouvernement équatorien et les résidents locaux reprochent à Texaco d'être responsable de la contamination des sols et de l'eau potable, de la déforestation, d'une hausse des cas de cancer en raison des déchets pétroliers, etc. Selon le gouvernement de l'Équateur et Amazon Watch, une ONG, Texaco déversait environ 18 millions de litres de pétrole par jour dans la nature, une pratique interdite dans les grandes compagnies pétrolières américaines. En traitant ces déchets toxiques en Équateur de manière illégale dans son pays d'origine, Texaco a économisé environ 3 $ par baril de pétrole produit. Les économies totales seraient ainsi de 5,1 milliards de dollars américains. Depuis 1993, des avocats représentant les résidents locaux, les afectados, ont attaqué Texaco et désormais la société qui l'a rachetée, Chevron Corporation, pour qu'elle nettoie l'endroit et répare les conséquences sur la santé des résidents. Chevron, en revanche, estime que 95% des profits ont été reçus par le gouvernement équatorien. Après des négociations entre le gouvernement équatorien et Texaco, la compagnie pétrolière s'est engagée à remettre en état les endroits pollués. En 1998, Texaco a confirmé que cette remise en état à hauteur d'un montant de 40 millions de dollars américains a été terminée. Les résidents considèrent qu'ils n'ont pas été entendus, que les conséquences environnementales causées par Texaco n'ont pas été réparées et que les conséquences sur la santé n'ont pas été prises en compte. En 2001, Texaco a été racheté par Chevron. Après avoir tenté d'ouvrir action aux États-Unis, mais sans succès, car Chevron a réussi à convaincre le juge que l'Équateur était plus approprié, une longue procédure a débuté en Équateur jusqu'à la Cour suprême. Le juge équatorien de première instance, Nicolás Zambrano, a considéré que Chevron était responsable du dommage allégué et a imposé des dommages d'intérêt de 19 milliards de dollars américains. La décision a été confirmée par une cour d'appel. Devant la Cour suprême de l'Équateur, la responsabilité de Chevron a été maintenue, mais le montant des dommages d'intérêt réduit à 9,5 milliards de dollars américains. Les résidents locaux ont désormais ouvert action dans divers pays où Chevron a son siège ou des filiales, Canada, Argentine, Brésil, États-Unis et autres, pour faire reconnaître cette décision de la Cour suprême équatorienne et en obtenir l'exécution forcée, c'est-à-dire faire vendre ces fonds appartenant à Chevron pour recevoir l'argent ainsi obtenu. Pour ce procès fictif, nous assumons que Chevron possède des stations d'essence en Suisse
et donc des biens que l'on pourrait faire saisir pour payer une partie de la somme de 9,5 milliards de dollars américains aux affectados. Il convient toutefois de signaler qu'en réalité, Chevron Texaco n'exploite aucune station d'essence en Suisse. Maintenant, on part de l'idée que plusieurs de ces stations d'essence fictives se trouvent dans le district de la Sarine, donc en canton de Fribourg. C'est pourquoi les demandeurs ont choisi d'agir devant le tribunal d'arrondissement de la Sarine. Vous allez assister à la plaidoirie finale entre les avocats des deux parties dans une affaire qui a duré déjà 25 ans et où tous les coups ont été permis. Un livre et de nombreux articles ont ainsi montré que l'avocat principal des résidents locaux avait eu des contacts avec le juge équatorien de première instance et l'avait probablement payé pour obtenir une décision favorable. En même temps, Chevron conteste que la pollution ait provoqué le cancer des enfants et d'autres conséquences désastreuses. Qu'y croire? Les avocats des deux parties plaident désormais devant le tribunal fribourgeois pour que celui-ci ordonne la saisie des biens de Chevron en Suisse. À vous de trancher. Alors, si vous avez maintenant des questions relatives à cet état de fait, vous pouvez nous faire parvenir par écrit ces questions par la voie suivante. Il vous faut ouvrir, malheureusement, c'est justement le problème technique. Je ne peux pas faire afficher ici le code QR, mais vous pouvez tout de même donc participer par ce moyen à ce cours. Vous ouvrez votre navigateur sur votre outil électronique, vous tapez Slido, sli.do, et ensuite il y a une case, vous allez voir, il y aura une case, et il faudra entrer le code, c'est R681. Et par la suite, nous sommes connectés et vous pouvez nous faire parvenir vos questions par écrit. Et nous allons ensuite regarder ces questions et puis répondre peut-être à 2 et 3 après les plaidoiries. Donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions, c'est l'expérience qui nous le dit, peut-être à quelques questions choisies. Voilà. Et ça sera également la voie par laquelle vous pourriez voter à la fin donc, pour trancher ce procès donc, par cette application. J'espère que vous avez tous pu maintenant vous connecter. sli.do avec le code R681. Très bien. Oups, pardon, d'accident là. Tous les coups sont perdus. Ouais, tous les coups sont Ça joue, j'espère que je ne veux pas trop vous stresser. Alors, un tribunal doit statuer sur les conclusions des parties. Les conclusions expriment ce que demandent les parties dans le procès. Dans le cas d'espèce, les demandeurs, les affectados, demandent à ce que le jugement de la Cour suprême équatorienne est reconnu exécutoire en Suisse. La défenderesse, Chevron Corporation, conclut à ce que la demande des affectados est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Nous passons maintenant à la prochaine étape, que sont les plaidoiries des 2 représentants des parties. Le professeur Pascal Pichonna défend la cause des demandeurs, les affectados. Je lui donne la parole. Monsieur le Président du tribunal, Mesdames et Messieurs, je suis désolé, mais cette affaire est tellement triste que j'en ai les lunettes toutes embuées. La présente procédure
a pour but de faire reconnaître et donc de le rendre exécutoire en Suisse le jugement du tribunal suprême de la République d'Équateur qui a condamné l'entreprise Chevron Corp à payer 9,5 milliards de dollars américains aux demandeurs, mes clients, les afectados. Pour une fois, mesdames et messieurs les juges, votre travail est simple, basique. Votre rôle n'est ainsi pas de rejuger l'affaire, simple. Nous sommes en fait très satisfaits du jugement de la Cour suprême équatorienne, même si elle a divisé par 2 le montant alloué par la Cour d'appel aux victimes. Basique. Mais voilà, après avoir pillé nos ressources pétrolières, après avoir passé un contrat avec le gouvernement équatorien pour limiter la remise en état de la région à une infime partie des dommages causés à l'environnement, Chevron, ou Chevron, a quitté le pays avec armes et bagages. Nous sommes donc forcés de faire reconnaître le jugement de la Cour suprême à l'étranger, notamment ici en Suisse. Heureusement que le droit suisse, comme beaucoup d'autres droits, permet une telle procédure dite d'exéquateur, mot technique qui rime d'ailleurs avec équateur, comme si c'était fait exprès pour cette affaire. Attention, on ne parle pas ici de juge étranger. C'est bien le juge suisse qui décide si les droits de procédure des parties ont été respectés à l'étranger. Vous avez peut-être voté l'an passé sur des questions similaires, mais ici, les choses sont très claires. Si tel est le cas, mes clients, les afectados, pourront réclamer que leur soient remis tous les biens qui appartiennent à Chevron en Suisse. Il s'agit avant tout de stations d'essence, de l'ensemble des locaux et de tous les biens qui auraient une valeur patrimoniale en Suisse. Cela entraînera sûrement la faillite de Chevron suisse, mais c'est le juste retour des choses après ce qui s'est passé en Équateur. Il est toutefois évident que cela ne suffira pas à récupérer l'ensemble des 9,5 milliards de dollars, raison pour laquelle, comme on vous l'a dit, nous avons engagé aussi d'autres procédures dans d'autres pays. On ne doit pas pouvoir polluer impunément le sol équatorien, quitter les lieux, éviter toute procédure. Non, mais tu vois, celui qui me fait ça au FC Sion, mais je le vire, ce guignol. Chevron fait feu de tout bois. C'est vrai qu'on ne compte plus les procédures ouvertes par mes clients pour tenter de récupérer le montant qui leur est dû. Canada, Argentine, Brésil, États-Unis, arbitrage à La Haye, et j'en passe. Ce ne sont pas encore les lieux où Thomas Wiesel s'est produit, mais véritablement les sièges des nombreux tribunaux où nous avons cherché et cherchons encore à avoir gain de cause. La justice, ce n'est pas, en effet, seulement avoir une décision favorable, c'est aussi pouvoir l'exécuter. Mais oui, mes clients ont trop le seum. Et pour cause, initialement, nous avions voulu ouvrir action à New York pour qu'un tribunal américain condamne Chevron Corporation. Toutefois, la société prétendait que ce n'était pas le bon tribunal, qu'il ne convenait pas pour une procédure portant sur des faits s'étant déroulés en Équateur. Forum non conveniens, disait-il en latin, pour rendre le tout plus vénérable. Il disait « Ce n'est pas au juge américain de régler les problèmes de l'Équateur. Ce n'est pas au taxpayer américain de payer pour l'Équateur. » Le juge new-yorkais les a écoutés et nous a demandé d'ouvrir action à Quito. De Quito à Aquité, il n'y avait qu'un pas, pensaient les dirigeants de Chevron. Mais quelle erreur de jugement! Nous sommes donc allés en Équateur pour exiger la condamnation de Chevron pour les actes de Texaco. Simple, basique. Nous l'avons fait et après 3 jugements, nous avons reçu un résultat très favorable, 9,5 milliards. Même Greta Thunberg nous a félicités. Le prix Nobel Jacques Dubochet nous a félicités. Même Bertrand Piccard, a pris son ballon pour venir nous féliciter. Même Guy Parmelin nous a félicités. Il nous a écrit « What a result! What an excellent result! I wish you excellent discussion here in Geneva. » Monsieur Parmelin, le sommet américano-russe, c'est terminé, il faut passer à autre chose. Maintenant, les mêmes qui nous demandaient d'aller ouvrir action en Équateur refusent de reconnaître la validité du jugement équatorien. Comme le dira sûrement
mon honorable contradicteur, ils invoquent une procédure qui ne serait pas équitable. Et le fait que l'un des avocats des afectados ait organisé un film pour dénoncer les actions de Chevron. Moi, j'y vois un comportement contradictoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, on nous a dit que les juges auraient été payés. Croyez-moi, les juges en Équateur ne sont pas bien payés. Les juges en Équateur sont en équilibre entre les deux hémisphères. Ils sont donc non seulement géographiquement bien balancés, mais aussi intellectuellement équilibrés. Et entre vous et moi, même gratuitement, ces juges auraient rendu la justice en faveur de mes clients, les afectados. Il est en effet tout à fait contradictoire d'exiger d'abord de faire le procès en Équateur, puis de prétendre que le procès est truqué. Il me semble que cette société américaine reprend là une attitude bien connue au pays de l'oncle Sam. On refuse les résultats officiels, on prétend vouloir réinterpréter la réalité. Manifestement, l'équilibre n'est pas une qualité universelle. On n'en est pas à une contradiction près dans ce dossier, mais vous ne pouvez pas autoriser la défendresse à invoquer que le jugement était inéquitable et truqué si c'est elle-même qui a insisté pour se rendre en Équateur. Elle connaissait les risques, elle doit aujourd'hui en assumer les conséquences. Il y a là véritablement une attitude contradictoire constitutive d'abus de droit. Peut-être aurait-il mieux fallu juger l'affaire directement aux États-Unis, mais cette grande société ne le voulait pas et maintenant elle se plaint. Cherchez l'erreur. Chevron nous dit ensuite qu'on ne devait pas ouvrir action contre Chevron puisque c'est Texaco qui a pollué la région avant d'être acheté par Chevron. On nous dit que Texaco n'existe plus et donc qu'il n'y a plus rien à faire. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est un argument fallacieux. Ce n'est pas parce que l'on nie l'existence d'un fait que celui-ci n'existe pas. Il ne suffit pas de dire « fake news » pour que la procédure équatorienne disparaisse comme par enchantement. La réalité est bien qu'en rachetant Texaco, Chevron devait savoir qu'il y avait peut-être des cadavres dans le placard, qu'il y avait un risque de devoir payer pour remettre l'écosystème du lago Agrio dans son état normal. On ne peut pas éviter sa responsabilité. C'est ce que la Cour suprême équatorienne a retenu, à juste titre, et le juge suisse, très respectable que vous êtes, ne peut pas revoir cette décision fondée en droit et en équité. Il doit donc la reconnaître et l'appliquer. Bien sûr, si on n'a pas de pétrole, on a des idées, a dû se dire Chevron. Ils n'ont pas pensé que l'arrivée d'un avocat engagé pour soutenir les afectados mettrait le feu au lac de pétrole qui coule au travers de la jungle équatorienne. L'avocat sur place a été très efficace. Il a travaillé gratuitement car il croyait en sa cause. Et maintenant, Chevron prétend que nous ne pourrions pas enfin obtenir un peu d'argent pour cette population affectée par la maladie, la pauvreté et surtout le cynisme de la défendresse. Oui, Monsieur le Président, cynisme, parce que Chevron prétend maintenant que la filiale suisse ne saurait être recherchée, puisqu'il s'agit d'une société fille du groupe Chevron. On nous dit, vous ne pouvez pas vous attaquer à la filiale, il faut voir la mère. Mais la mère en Suisse, oh la mère, il n'y en a pas. La mère, la société mère, est basée aux États-Unis, certes, mais elle contrôle à 100% des actions de sa filiale suisse. Selon ce principe, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à la filiale est donc à la mère. Et ce qui est donc à Chevron Switzerland est à Chevron Corp USA, la mère. Donc si je veux obtenir paiement de la mère, je dois pouvoir obtenir les biens de la fille. Dans un autre temps et d'autres mœurs, on appelait d'ailleurs cela un trousseau. Comme vous le savez, Monsieur le Président, il en va différemment pour les sociétés que pour les hommes et les femmes. Il est évident que l'on ne peut pas prendre l'argent de ma fille si c'est moi qui dois quelque chose. Mais le droit des sociétés répond à d'autres règles. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre, il s'agit d'un patrimoine organisé, et si la société mère détient la fille peut devoir payer pour la mère. Et ce n'est pas du travail des enfants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges,
Vous les entendez crier « affectados, affectados, affectados ». Toutes ces femmes, ces hommes et ces pauvres enfants dont les terres ont d'abord été exploitées ont ensuite été souillés et dont l'honneur est depuis longtemps bafoué. Affectados, affectados. Affectés, ils le sont tous, mais ce n'est pas une raison pour leur dénier le droit le plus élémentaire, le droit de faire reconnaître en Suisse un jugement qui est entré en force et qui est parfaitement valide en Équateur, exéquatur. Il n'y a qu'un pas que vous devez franchir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Si la défenderesse voulait contester la validité du jugement équatorien, il fallait le faire en Équateur. Et si elle a épuisé toutes les voies dans ce pays, il faut savoir reconnaître sa défaite. N'est-ce pas, Donald? Ça prend toujours un peu de temps. Les affectados ont ainsi le droit élémentaire, mon cher Watson, de faire reconnaître en Suisse un jugement contre Chevron, car les biens de la filiale appartiennent à la mère. Et si la mère est responsable de la surveillance de l'une de ses filles, il est juste que l'argent de la famille serve à payer pour la mère. Toutes les filles détenues à 100% doivent payer pour la mère. Comme dirait Yann Marguet, c'est le moment de casquer, il faut cracher au bassinet et amener les pépettes pour que justice soit faite. Chevron s'est comporté comme des thugs. Vous ne pouvez pas laisser ce crime impuni. C'est donc le moment de rendre justice en faisant rendre compte et donc payer Chevron sur la base du jugement légal, juste et exécutoire rendu par la Cour suprême de l'Équateur. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, vous devez rendre justice en reconnaissant la validité de ce jugement et en assurant son exécution. Vous les entendez, affectados, affectados. Ils vous implorent pour que justice et équité soient rendues. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Monsieur le Président, je n'attendais que vous. Je n'espérais que vous, comme dit la chanson. Voilà. Alors, nous avons entendu la demanderesse pour les affectados. Maintenant, c'est au tour du professeur Bertrand Perrin pour la plaidoirie en faveur de la défenderesse Chevron Corporation. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury. Finalement, les choses sont relativement simples. Il faut rester juridique, il faut résumer comme le prévoyait Occam. Vous connaissez le principe d'Occam. Le principe d'Occam qui dit lorsque plusieurs solutions sont possibles, en général, c'est la plus simple, la vraie. Ici, il y a 3 arguments à retenir, et 3 seuls. Tout d'abord, et je le développerai, pas de responsabilité pour le fait d'autrui. Ensuite, bien sûr, évidemment, incompétence du tribunal ici à Fribourg pour traiter de cette affaire. Et enfin, surtout, on le montrera, ne reconnaissons pas un jugement entaché de corruption. S'il y a un problème, si la justice et l'équité sont affectées quelque part, c'est bel et bien parce que quelque part, justement, un jugement a été rendu sous l'emprise de la corruption. Bien sûr que nous avons compris la douleur, la difficulté d'exister, de faire face à des événements parfois difficiles des affectados. En s'adressant à eux, nous pourrions dire « Votre souffrance est grande, nous n'en doutons pas ». C'est un point que nous ne contestons naturellement pas. Ma cliente n'en doute pas non plus. Elle s'engage depuis des années dans cette région qui est la province équatoriale de Sucumbios. Rappelons-le tout de même, c'est important, elle y a créé des places de travail, elle y a investi dans l'amélioration de l'infrastructure, elle a construit des routes, des écoles, un hôpital, et j'en passe. En d'autres termes,
dans la mesure de ses possibilités, elle a contribué à combattre un fléau qui concerne toute cette région, qui ne concerne pas que cette région, mais qui concerne cette région, qui est celui de la pauvreté. Et donc ma cliente a réussi à contribuer de faire en sorte que cette région soit moins affectée par ce fléau. Certes, bien évidemment, des erreurs ont été commises. Il n'est pas contesté et il est incontestable que Texaco a traité des déchets toxiques en Équateur durant les années 90. Ce fait-là, nous ne le contestons pas. Il n'est pas non plus contesté que Texaco a remis en l'état les sols contaminés, comme l'a prévu l'accord passé avec les autorités locales. Conclusion, le dommage est réparé, il est éliminé, il est écarté. Et surtout, il est encore moins contestable que Chevron n'est pas Texaco. Chevron a repris Texaco, c'est vrai, cependant la reprise a eu lieu en 2001 et partant, bien après cette triste et regrettable histoire, après la remise en état des sols contaminés et donc après la réparation du dommage causé. Réparation du dommage qui, nous le concédons, n'effacera pas les souffrances. Bien sûr, l'argent ne répare jamais la douleur, bien évidemment. C'est ce que le droit a trouvé comme meilleure solution ou moins mauvaise solution dans ce genre de situation. Il ne s'agit pas de remplacer la douleur par de l'argent, bien évidemment pas. Mais ici, nous parlons de droit, rappelons-le. C'est un problème juridique et c'est un problème juridique que nous devons résoudre. Donc nous comprenons, il est humain de rechercher celui qui a causé le mal. Et nous sommes ici au cœur d'un problème qui finalement ne concerne pas du tout que ce cas, mais qui concerne la réalité sociale dans son ensemble. C'est ce qu'avait appelé un professeur de criminologie l'impératif sacrificiel. On n'accepte pas le hasard, on n'accepte pas que des événements surviennent sans que quelqu'un en soit tenu pour responsable. Relisons ensemble Victor Hugo. Relisons aussi ici un début d'ouvrage écrit par un collègue canadien, Hugues Parent. Et je pense qu'il résume bien ce problème en un mot, il y a des responsabilités qui ne sont dues qu'au malheur. Si un jour, par malheur, du fond des nuits esselées, l'homme se retire derrière la matérialité de ses actes, qu'il quitte sans le savoir le royaume de la responsabilité pour celui de l'irresponsabilité, c'est qu'il aura, à travers cet exil, perdu son âme, clarté éternelle dans l'évanouissement de sa raison et de sa volonté. Dépourvu des nobles facultés qui le rattachent à Dieu, l'homme erre, tel une ombre dans la nuit, du côté noir de l'obscure barrière, comme le disait Victor Hugo. Le jour qui voit le jour, alors à peine lui demande « Qui es-tu » Et la nuit dit « Quel est ce mort ?» « Je l'ignore », répond l'homme. Comme si au moment de basculer dans ce vide funèbre, il ne pouvait plus se rappeler de sa propre nature. Cette nature sur laquelle il avait jadis fondé son royaume et bâti son empire. Sans raison, sans volonté, l'homme disparaît de la surface des choses. Il quitte la quiétude de ces terres immenses pour sombrer dans l'abîme de l'irresponsabilité, dans la noirceur d'une humanité qui, en s'abandonnant aux puissances sourdes et obscures du destin, s'exprime sans jamais véritablement être reconnu. Et c'est là, comme le disait un grand juriste, Joseph Ortolan, un fait, quelque préjudiciable qu'il soit, n'est qu'un malheur, si vous faites abstraction de toute intervention de personne. Et ici, nous avons affaire à un malheur. Il est vain de rechercher un coupable qui n'est plus là. Peut-on être la partie adverse ? Finalement, est-ce qu'on va faire un procès des morts ? Voilà, ces pratiques obscures et surréalistes ont existé. Autrefois, dans des époques obscures du Moyen-Âge, on faisait le procès des morts. Va-t-on faire ici le procès des morts ? On va me dire, oui, c'est une personne morale, finalement peu important. Mais c'est une personne. Elle n'existe plus. Une poire n'est pas une pomme et Chevron n'est pas Texaco. Mesdames et messieurs les juges, je vous le demande, si votre père a commis un délit, êtes-vous, en tant que fils ou fille, responsable de ce délit ? Est-ce que nous allons entrer dans ce cycle infernal de la responsabilité pour autrui ? Ah, vos parents n'étaient pas bien, eh bien on va vous condamner, vous. Combien de fois, funestement, dans l'histoire, on tient ce genre de discours qui mène finalement au plus grand précipice ?
Le fameux, ici, prenons un exemple, Ferdinand von Schirach, le fameux avocat et écrivain allemand, petit-fils de Baldur von Schirach, tristement connu, qui était le dirigeant en réalité des jeunesses hitlériennes, Gauleiter de Vienne, à l'époque du Troisième Reich, peut-on dire que son petit-fils est responsable? Non, on ne peut pas imputer à autrui des faits qui appartiennent à d'autres. Sinon, c'est le tonneau des Danaïdes qui s'ouvre et c'est la funeste voie qui s'ouvre pour tout le monde. Nous avons compris effectivement les erreurs commises par le passé. Nous en sommes bien évidemment désolés, tant qu'on peut être désolé de choses qui ne nous seront pas imputables, mais ce n'est pas la question qui est posée aujourd'hui à ce tribunal. Il ne s'agit pas de faire le procès de Texaco, il s'agit, et c'est ça l'objet du litige ici, de reconnaître chez nous un jugement rendu en Équateur. Mais pourquoi ce jugement ici devrait-il être reconnu? Il faut voir ici que nous sommes face à une forme d'aberration. Pour mettre la main sur des stations d'essence qui se trouvent en Suisse, nous dit la partie adverse. À Fribourg, des stations d'essence. Avez-vous vu des stations d'essence Chevron à Fribourg? Non. Pas plus qu'il n'y a de licorne à cornes jaunes sur le Molaison, il n'y a pas de station d'essence Chevron à Fribourg. La démarche est donc inutile. Elle est complètement dilatoire, elle viole en plus un principe vieux comme le droit romain, que la partie adverse connaît à la perfection, qui veut que celui dont on exige une prestation doit être recherché là il se trouve, actor forum sequitur rei. Une règle que l'on trouve aujourd'hui encore dans notre Constitution et qui n'est pas près de disparaître. Une règle constitutionnelle qui semble avoir un petit peu échappé à la partie adverse. Force est de constater qu'un lien entre la juridiction fribourgeoise et cette affaire américano-américaine fait cruellement défaut. De ce point de vue-là, simplement, la demande ne peut être que rejetée. Mais en plus, et c'est là, je pense, que le véritable enjeu de justice et d'équité se situe, il y a la problématique du jugement rendu en Équateur. Le jugement rendu par le juge Zambrano peut-il être reconnu chez nous? Est-ce que nous devons accepter qu'un jugement qui a été obtenu à l'aide de la corruption puisse ensuite faire autorité en Suisse? Ce n'est pas un hasard que j'évoque le nom ici de ce juge, puisqu'il a été président de la cour de la province amazonienne de Sucumbios et qui a condamné ma cliente. En effet, M. Zambrano a reçu 500 000 $ de la part des avocats des demandeurs pour qu'ils puissent rédiger eux-mêmes le jugement. Rendez-vous compte, nous sommes ici au degré zéro de l'état de droit. Comment peut-on donner une quelconque once de crédibilité à des documents rédigés en de si funestes circonstances? 500 000 $. C'est un peu comme si on demandait, si vous voulez, à Ronaldo de siffler une finale de la Coupe du Monde opposant le Portugal à l'Argentine. On connaît le résultat, on ne peut pas être partie et juge en même temps. C'est un principe qui existe dans toutes les branches du droit. Donc, c'est inconcevable d'être à la fois celui qui a à statuer et celui qui est partie. Donc nous remettons bien évidemment en cause l'impartialité du tribunal. Ce jugement équatorien que la partie nous présente est tout simplement le fruit de la corruption. Je vous rappelle, sans faire un cours sur le sujet, que la corruption est un crime. C'est un crime qui est reconnu aussi en droit suisse, que du point de vue du droit des contrats, les contrats entachés de corruption s'appellent des contrats de pot de vin et le seul destin qui leur est finalement assigné, c'est la nullité. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas accepter que ce jugement puisse faire autorité ici. Un jugement affecté d'un vice aussi grave ne saurait être reconnu devant les juridictions d'un État de droit comme le nôtre. Nous disons non, car la corruption est un fléau, et c'est bel et bien là l'enjeu de ce procès. C'est le procès de la corruption, ce n'est pas le procès de la pollution, c'est le procès de la corruption de la société, c'est la corruption des institutions dans certains États, et c'est ça que nous ne pouvons tolérer.
Donc nous ne saurions être, vous ne sauriez être, bien évidemment, les complices d'un juge corrompu en acceptant les résultats de ce qu'il a décidé. En droit pénal, il y a un principe qui est finalement que lorsque l'arbre est empoisonné, il contamine ses fruits. C'est le principe que l'on utilise lorsque l'on veut évaluer la qualité et l'exploitabilité d'une preuve. Je pense qu'on peut dire ici que nous ne saurions utiliser un jugement qui a été contaminé par la corruption. Mesdames et messieurs les juges, vous le savez parce que vous êtes des professionnels du droit, votre esprit et votre cœur le dit, vous le sentez dans vos tripes, ce jugement que l'on vous demande de reconnaître en Suisse, à Fribourg, ville universitaire avec une faculté de droit renommée, faculté dans laquelle on enseigne le droit, la justice et l'équité, eh bien ce jugement viole le droit et n'a pas sa place ici. Mesdames et messieurs les juges, Monsieur le Président, je ne le requiers pas seulement pour ma cliente, je vous le demande pour nous tous, pour vous, pour la société, pour le bien commun. Rejetez cette demande. Si nous ne sommes pas parvenus à nous débarrasser encore du Covid, empêchons la corruption d'infecter notre système judiciaire. Je vous remercie. Ah oui, ça joue. Très bien. C'est ça. Hein. Ah, il est ici. Ouais. On réplique. Oui, justement, c'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, nous avons entendu les deux parties. Il y a encore la possibilité pour les deux représentants de répliquer, dupliquer. Alors, je demande tout d'abord au professeur Pascal Pichonnat s'il aimerait bien répliquer. Oui, Monsieur le Président, très volontiers et très brièvement, parce que, mesdames et messieurs les juges, il ne faut pas vous laisser embrouiller par les paroles de mon honorable contradicteur. Il vous dit la question juridique est simple, mais il ne règle pas la bonne question juridique. Évidemment, c'est toujours plus simple comme ça. Première chose, je vous l'avais dit, il va faire feu de tout bois. Eh bien, il commence par dire qu'il n'y a pas de dommage. Mais ça n'est pas la question. Le juge équatorien a considéré qu'il y avait un dommage, et c'est même la raison pour laquelle le juge équatorien a condamné Chevron à 9,5 milliards. C'est bien qu'il y a un dommage. Il nous dit ensuite, ça n'est pas la bonne partie adverse. Je tiens quand même à préciser que lors de la reprise de Texaco par Chevron, eh bien Chevron a pris l'ensemble des biens, l'ensemble du patrimoine de Texaco dans ses actifs. Alors maintenant, on peut bien dire Texaco n'existe plus, mais le patrimoine de Texaco, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, le patrimoine de Texaco, lui, existe, il est in the pocket. Et donc, je comprends bien que Chevron ne veut pas sortir de l'autre côté maintenant les 9,5 milliards, mais il faudra bien. C'est le principe même. Ce qui rentre d'un côté doit sortir de l'autre si on traite du même problème juridique. Ensuite, on nous dit corruption. Alors, pardonnez-moi, mais, chers confrères, vous êtes un grand spécialiste de droit pénal et vous le savez bien, il n'y a pas de crime sans preuve. Or, il me semble bien que je n'ai pas vu l'ombre d'une preuve, si ce n'est que les avocats américains de la défenderesse ont crié sur toutes les chaînes qu'il y avait corruption. Néanmoins, on parle ici du juge de première instance. Il y a eu 2 instances supplémentaires en Équateur, et ces instances-là n'ont rien eu à redire. Elles ont trouvé que la décision avait été prise en bonne et due forme. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de preuve de cette corruption, et encore moins du fruit de la corruption. Par conséquent, ce jugement ne peut pas être considéré comme nul, il a toute sa force, il est rendu à l'égard de la bonne personne, celle qui a profité des bénéfices éhontés de plus de 25 milliards de Texaco et qui aujourd'hui, évidemment, souhaiterait éviter de passer à la caisse. Donc,
Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le Président, je ne peux que vous rappeler ma conclusion principale. Il faut rendre cette décision exécutoire. Merci. Merci. Alors, professeur Perrin, pour la défenderesse, aimeriez-vous dupliquer? Extrêmement rapidement, car comme je le disais, je pense que finalement juridiquement les choses sont claires. La première, c'est que donc on ne nie pas que des dommages il y a eu, mais c'est des dommages d'autrefois imputables à une autre entité, et donc ce qui n'existe plus, c'est la responsabilité, et il ne faut pas chercher à tout prix à trouver un responsable par quelque biais que ce soit. Ensuite, le problème reste qu'il y a suspicion légitime de corruption dans cette procédure. Disons que l'ampleur aussi des montants accordés en première instance en Équateur sont un indice assez puissant d'un problème qui s'est posé. D'ailleurs, les instances supérieures, si tant est qu'elles ont statué de manière libre, ont quand même quelque peu réduit ce montant qui était assez considérable. Et donc, finalement, la conclusion qui s'impose à l'évidence, c'est le rejet de la demande et surtout l'idée de ne pas permettre, disons, des pratiques corruptrices, de ne pas permettre que des pratiques corruptrices puissent déployer leurs effets dans notre ordre juridique. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au bout des plaidoiries. Avant de passer au jugement, nous aimerions encore répondre à... j'ai sélectionné en fait 3 questions qui nous sont parvenues par écrit. Donc pour tous les autres, je vous prie de bien vouloir nous en excuser, mais nous manquons de temps à y répondre à toutes ces questions. Alors la première question, c'était celle, y a-t-il un vocabulaire spécifique à respecter dans un procès comme celui-ci? Où sont les limites? Alors, dans un procès comme nous le vivons ici, il n'y a pas de limite en fait. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils auraient été dépassés si on avait. S'il y en avait, maintenant dans un procès ordinaire, c'est peut-être autre chose. Ça peut être surtout contre-productif, je dirais, donc pour un représentant d'une partie je dirais, il y a une certaine politesse à respecter, ne pas être attentoire à l'honneur. Je crois que c'est là où se situent les limites. Alors la deuxième question, c'était celle, quelles sont les preuves d'une corruption juridique en Équateur? Est-ce uniquement une rumeur ou est-ce qu'il y a eu une enquête? Alors voilà. C'est justement une des questions, bien sûr, sur lesquelles un juge devrait ici juger, s'il doit connaître de cette affaire, bien sûr. Alors, comme nous n'avons pas établi les faits d'une manière complète, je ne peux pas vous donner des réponses définitives parce que sinon je ferais pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne peux pas vous répondre définitivement à cette question. Et la troisième question, c'était, d'ailleurs il y a toute une série de questions de comptabilité, je dirais. Une étudiante qui aimerait savoir quelle entité est propriétaire des actifs suisses, comment cette entité est liée à la défenderesse. Donc nous partons de l'idée que c'est donc la société mère, c'est Chevron, et puis c'est une filiale, société fille ici en Suisse qui détient les stations d'essence fictives. On est bien d'accord, mais pour ce procès-là, en tout cas, on est parti de l'idée qu'il y en avait ici aussi à Fribourg et que la fille, elle avait son siège ici. Voilà, alors pour ces questions, il est maintenant temps de rendre un jugement dans cette affaire. Le tribunal appelé à trancher, c'est vous. Et nous allons maintenant voter. Le vote porte sur les conclusions des parties que nous permettons de rappeler.
La conclusion des demandeurs, les affectados, est la suivante. Le jugement de la Cour suprême équatorienne est reconnu exécutoire. La conclusion de la défenderesse, Chevron Corporation, la demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Alors j'espère que vous êtes maintenant déjà un peu familier avec l'application dont le code est encore une fois affiché ici. Je me permets de lancer maintenant le sondage dans le cadre duquel vous pouvez choisir entre les conclusions des parties. Voilà, donc le vote est ouvert. Je vois qu'il y a déjà 47 votes, 51, ça avance. Malheureusement, je ne peux pas, normalement, faire afficher. Aujourd'hui, il y a un problème technique, ça ne joue pas, mais le vote, ça fonctionne. Voilà. Alors, je suppose que vous avez gentiment pu voter, tout le monde qui voulait le faire. Alors, on est sur 170 votes. Alors, j'affiche maintenant pour vous aussi sur votre outil, malheureusement, comme j'ai dit, pas ici sur grand écran. Ah, pardon. Voilà, alors nous avons comme résultat un vote relativement clair. Le verdict est tombé. « 69% des personnes qui ont voté sont de l'avis que le jugement de la Cour suprême équatorienne doit être reconnu exécutable. » Voilà. Donc, c'est la partie demanderesse qui obtient gain de cause. Nous aimerions ajouter que ce procès fictif repose sur un cas réel. La cause a été portée devant plusieurs tribunaux au Canada, au Brésil, en Argentine et aux États-Unis, toujours sans succès, pour des raisons souvent distinctes. L'affaire a aussi été portée devant un tribunal d'arbitrage en matière d'investissement à La Haye, qui a également débouté les affectados. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de faire une petite recherche sur Google avec le mot-clé de Lago Agrio. Nous espérons que ce procès fictif ait pu vous emballer pour le droit et que nous vous retrouverons un jour sur les bancs de nos auditoires. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation.